Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la matinale de TV Vendée. J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et repartons ensemble pour une nouvelle semaine. Et là, il nous reste une demi-heure à passer ensemble. Voici ce qui nous attend donc durant cette matinale, durant ces 30 minutes. Chaque année, l'armistice est commémoré à Vouvant ce samedi. Le village célébrait les 100 ans du monument aux morts. On y était. Nous parlerons également de chocolat et pour ce faire, nous prendrons la direction des herbiers. Comme tous les lundis, nous parlons de sport au programme du foot et du rugby. Et sachez que tout à l'heure, vers 8h45, Alexandre Lenao me rejoindra sur le plateau pour le JDS, le journal des sports. Le cadeau du jeu de la semaine, eh bien notre partenaire, les ateliers du goût chocolaterie artisanale située à Foussé-Perret, avec on vous offre un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 €. Et donc, un indice est à suivre, il y en aura 5 tout au long de la semaine. Avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons un petit point météo. La pluie nous accompagne dès ce début de semaine. Ce n'est pas vraiment une surprise. Nous avons terminé la semaine avec un temps maussade. Eh bien, c'est reparti pour un tour ce lundi. En revanche, il ne va pas faire si frais que ça. C'est plutôt doux. Nous prévoyons en moyenne entre 16 et 17 degrés. 16 pour l'Est, 17 donc pour l'Ouest. Cet après-midi, même tendance. Le soleil est aux abonnés absents. Les pluies plutôt fines dans l'ensemble continueront de tomber. Nous aurons au meilleur de la journée entre 17 et 18 degrés. Côté marée, maintenant, après la météo, la basse mer est prévue à 10h39 pour être précis. La prochaine, c'est dans la soirée, 22h38. Entre les deux, nous avons la pleine mer en fin d'après-midi pour 16h23, coefficient marée de 84 à 86. Les marchés alimentaires, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral ce jour sur 3 communes. Nous sommes le lundi 13 novembre 2023 et le 13 novembre, nous embrassons les Bruce, Livia et Vivi. C'est la journée mondiale des pauvres. Elle a été voulue par le pape François et promulguée par l'Église catholique en 2007. Alors ça peut paraître provoquant de célébrer le pauvre, mais dans la proposition de l'Église se retrouve une certaine vision de l'humanité. Anniversaire de Mathieu Noël, journaliste qui fête ses 41 ans. C'est aussi celui de l'acteur Chris Noss qui souffle sa 69e bougie. Le soleil va se coucher à 17h34 ce soir. Ce sera 1 minute de jour en moins par rapport à hier dimanche. Voilà pour les infos pratiques. Place au journal 100% Vendée de la rédaction. C'est parti. Et d'abord, une enquête ouverte par le parquet après le décès d'une enfant autiste de 11 ans du côté des Sables d'Olonne. Une disparition qui fait suite d'une chute en mer. C'était lors d'une promenade avec des éducateurs derrière le bois Saint-Jean, samedi en fin d'après-midi. Chaque année, l'armistice est commémoré à Vouvant. Samedi, le village célébrait les 100 ans du monument aux morts, le poilu victorieux, une œuvre de Eugène Benet qui est présente dans 900 communes de France. Une journée du 11 novembre qui a rassemblé beaucoup de monde et notamment les enfants du conseil municipal des jeunes. Un point important pour le devoir de mémoire. Julie Morini y était. Orchestre, uniforme, drapeau, mais aussi le conseil municipal des enfants. Tout le monde était réuni à Vouvant pour célébrer l'armistice. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a des personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné leur vie pour sauver la France et pour être sympathiques avec nous. Après une messe, les habitants se sont rassemblés pour la cérémonie au monument aux morts et les enfants y ont participé activement. Appel des morts pour la France. Oger Octave, mort pour la France. Et la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé. Un devoir de mémoire et une transmission nécessaire pour passer le flambeau. On fait participer les gamins de l'école le plus tôt possible, quoi. Et puis on les met avec nous, quoi. On les oublie pas, les gamins. Plutôt, il faut absolument commencer par là, par l'école, pour avoir ces jeunes avec nous plus tard, quoi. La population a répondu présente pour ces commémorations, dans ce village où 74 personnes ont perdu la vie pendant les 2 guerres mondiales. Je pense que la population a cette mémoire
toutes ces familles vouvantaises présentes ont été touchées. C'est pas, je veux dire, la population n'est pas telle que l'on puisse y échapper. Mais toutes ces familles ont été touchées à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est parfaitement conscient du contexte mondial. Cette année, la cérémonie était double, puisqu'on commémorait également les 100 ans du monument aux morts. Cette statue du poilu victorieux est l'œuvre d'Eugène Bénet. Elle est présente dans 900 communes en France, dont Vouvant. Une exposition lui était d'ailleurs consacrée dans la salle des fêtes. Rendez-vous donc le 11 novembre 2024 pour la prochaine cérémonie. 400 personnes se sont rassemblées du côté de La Roche-sur-Yon contre l'antisémitisme. Tous ont répondu à l'appel de l'Association des maires de Vendée et se sont retrouvés dans la préfecture ce dimanche après-midi. Un rassemblement républicain en présence de députés et sénateurs et où l'échiquier politique était largement représenté. Plus au nord, le Pays des Herbiers a inauguré un nouveau logement destiné aux internes en médecine générale. Cette maison de 150 mètres carrés accueille 3 internes et leur permet de ne pas être isolés. Cela vise à inciter les étudiants à faire leur stage dans le territoire. L'objectif ensuite, c'est qu'ils s'y installent après leurs études. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'agrandir. On a un vrai internat ici dans ce logement. Et nous avons également, parce que nous avons un deuxième logement qui a été labellisé par le département. Celui-ci vient d'être labellisé à l'instant. L'autre est déjà labellisé maintenant depuis quelques mois. C'était un franc succès. On a largement de quoi accueillir aujourd'hui tous les médecins, tous les stagiaires en médecine générale qui souhaitent venir chez nous. Moi, j'ai été impressionné tout à fait d'abord de la disponibilité de ce logement pour les internes, qui certainement, pas que nous seuls, d'autres internes aussi qui peuvent se retrouver dans des situations de difficulté de logement pour pouvoir mener à mieux en fait leur stage. Et nous déjà sur place aussi en fait cette communauté de communes en fait met en place ce logement pour les internes pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise. Je pense que j'ai été impressionné et touché par ces gestes de solidarité. En Vendée, 16% des habitants sont sans médecin traitant. La soirée des 20 ans du CFA École catholique Vendée a réuni plus de 400 personnes. Étaient présents chefs d'entreprise, maîtres d'apprentissage, formateurs, enseignants, chefs d'établissement, élus et jeunes apprentis. Basé à La Roche-sur-Yon, cet établissement est reconnu dans le département. Établissement qui offre la possibilité de se former par l'alternance ou encore développer ses compétences par de la formation continue. L'occasion aussi d'annoncer une nouveauté. Quand on se place au niveau de l'entreprise, quelque part, le besoin en formation initiale est important, mais le besoin d'entreprise, c'est aussi la formation tout au long de la vie de ses salariés. Donc aujourd'hui, on vient annoncer une nouvelle marque, une marque Vendée Pro Compétences, qui regroupe à la fois notre CFA et le centre de formation continue, qui regroupe aussi nos établissements scolaires. Et on va proposer donc de la formation tout au long de la vie pour les entreprises. On a fait la formation pour adultes dans nos établissements, mais là, ce soir, ce qu'on annonce, c'est qu'on se regroupe sous la même égide, comme on l'a fait pour le CFA. Et vu l'ampleur qu'a pris le CFA aujourd'hui, on est maintenant le 3e CFA de Vendée. On vient aussi montrer aux entreprises qu'on va les accompagner sur la formation continue. Nous poursuivons avec du sport, le foot. L'équipe de La Roche ESO s'est imposée face au leader Roubaix ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay pour la 7e journée de Division 3 féminine. Dans la première période, la Vendéenne Emma Guyard écope d'un carton rouge suite à une faute, laissant l'équipe jouer à 10 contre 11. Mais les Lyonnaises, plus offensives, domineront leur adversaire jusqu'à l'ouverture du score par Mélanie Goutard à la 75e minute sur corner direct, permettant la victoire sur le score de 1-0 à la plus petite des marges. La Roche reste pour l'instant 3e du classement avec un match de retard. Il y avait des choses qui étaient très, très belles parce que beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. C'était une prestation qui était plus, avec de l'envie, avec du cœur, avec de la générosité. Elles ont réussi à mettre en place ce qu'on fait toute la semaine, ressortie de balle, essayer de jouer ensemble, et puis défensivement d'être solide, d'être compact. Et je pense qu'on a réussi sur la stratégie qu'on avait mise en place. Je pense qu'on a réussi notre coup. Et je vous propose maintenant de continuer avec du rugby, sous un temps qui n'a pas été très favorable. C'était la 7e journée de Fédéral 2. Le FC Lyonnais était opposé à Casteljaloux. La rencontre a dû se jouer sur le terrain synthétique côté boulevard Arago, car le terrain d'Henri Legrange était impraticable, détrempé. Et ce sont les Vendéens qui sont sortis vainqueurs de ce duel, 21-18. C'était plutôt serré. Fin de spirale négative, en tout cas, pour le club de La Roche qui se rassure après 4 défaites de rang.
Ça fait plusieurs matchs où on n'arrivait pas à produire, qu'on était un peu sur la retenue et les gars se sont lâchés aujourd'hui et ça a payé. Donc plutôt satisfait de ça. On fait une mi-temps avec le vent où je pense qu'on doit plus un peu occuper et au final on joue un peu trop. J'avais peur qu'en deuxième mi-temps il fallait porter un peu plus les ballons, qu'on fait un peu rincer. Et au final ça nous a plutôt réussi. Donc félicitations aux joueurs d'avoir déterminé la stratégie comme ça. Les gars sont tout le temps déterminés, ils ont envie de progresser et voilà, il faut qu'aujourd'hui ça se récompense quelque part et je suis ultra satisfait pour eux parce qu'ils le méritent, c'est des bons mecs et ils le méritent. Allons à une vingtaine de kilomètres de là, un petit peu plus à l'ouest. Au Ciné Esney, le festival du Rire aux larmes a fait son retour en fin de semaine. Pour cette seconde édition, les organisateurs ont misé notamment sur davantage d'avant-premières, mais aussi de films primés ou en course pour les Oscars. Des rencontres et des ateliers pour tous les âges, sur grand écran, 14 films, avec en ouverture... comme par magie de Christophe Baratier et avec la volonté toujours de rendre le cinéma accessible à tous, notamment avec des tarifs réduits pour l'occasion. Le festival des Rires aux larmes a pour objectif de permettre en fait à tous et à toutes d'accéder au cinéma avec des tarifs qui sont inférieurs à nos tarifs classiques. Donc déjà habituellement nous avons des tarifs assez bas au cinéma d'Esney avec des tarifs pleins à 7,10 € et là pour le festival nous diminuons les places donc à 6 € et nous avons beaucoup de tarifs réduits pour les étudiants, les moins de 18 ans, les personnes en situation de handicap, etc. Donc là la place est à 4,50 €. On a vraiment pour objectif que tout le monde puisse accéder au cinéma. Encore plus pour ce festival. La prochaine édition, la 3e, est prévue pour le 11 novembre 2024. Partons à la rencontre de Johan Janot. Il est maître chocolatier du côté des Herbiers. Noël représente environ 45% du chiffre d'affaires annuel de la chocolaterie. Et pour être prêt, après 2 mois des fêtes, il a fallu de la main-d'œuvre et donc recruter, notamment pour la décoration. Pensez il y a plusieurs mois déjà, car si certains moules peuvent y être fabriqués, les plus complexes viennent d'une usine extérieure. Regardez ce reportage d'Alix Lanos. Dans le laboratoire accolé à la partie boutique de cette chocolaterie, les lutins, pingouins et autres Père Noël sont en préparation. Noël représente environ 45% du chiffre d'affaires annuel pour ce chocolatier. Alors pour être prêt à temps, il a fallu recruter. On double nos équipes, voilà. Donc on passe à une vingtaine de personnes parce qu'en fait toutes les étapes sont faites manuellement. De la première pesée jusqu'à l'emballage et au nœud final, tout est fait à la main. On a vraiment une matière première noble et on se doit de la respecter et de la mettre en valeur et on ne peut pas se permettre justement de travailler longtemps à l'avance en ajoutant des additifs, des conservateurs. Donc ce cornet, nous on l'appelle la plume du chocolatier. C'est ce qui va nous servir à faire certaines écritures et à faire nos décorations de précision. Et si on s'approche un petit peu, on va vraiment découvrir que chaque Père Noël va être différent parce que toutes les décorations sont faites à la main. Des décorations pensées depuis des mois. Car si certains moules peuvent être fabriqués ici, les plus complexes viennent d'une usine extérieure. Et la commande pour ce Noël a été passée depuis déjà longtemps. On va partir d'un croquis, d'une idée. On transmet tout ça à notre fabricant de moules français et il y a des prototypes qui sont créés. Donc ils reviennent à l'entreprise, on fait des essais en chocolat. Et d'un coup de crayon, on arrive à avoir des moules comme ça et avec une finalité comme ça. On a vraiment la tête en ébullition parce que notre métier, en fait, c'est un métier de passion, mais aussi on a de la créativité. C'est un gros rush et ça génère de la fatigue et beaucoup d'adrénaline. Mais après, on se dit vivement l'année prochaine et on commence déjà à évoquer quelques petites créations entre équipes. Pendant que Johan Janot pense déjà à ses prochaines créations des étoiles plein les yeux, Lucien termine sa ganache au café qui garnira des centaines de bonbons en chocolat que les plus gourmands mettront bientôt au pied du sapin. Et pour terminer, poursuivre sur le sujet, sachez qu'Albert Chocolatier, l'artisan des Herbiers, vient d'être distingué parmi les meilleurs chocolatiers de France par le guide des croqueurs de chocolat. Référence de la profession, dont voici les images, c'était à l'issue de la dégustation à l'aveugle. Épreuve très sélective, c'est donc la tablette d'or qui a été attribuée à Albert Chocolatier. C'est tout simplement le plus haut niveau d'excellence, le Graal pour les chocolatiers. On ne fait pas mieux en matière de distinction.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité près de chez vous en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo. Prévisions météo détaillées du jour. Nous commençons la semaine comme on a terminé la dernière. Alors oui, c'est bien une nouvelle fois la pluie qui nous accompagne dès ce lundi. En revanche, il ne fait pas si frais que ça. En ce début de journée, nous prévoyons 15 degrés à la Châtaigneraie, 16 à Chantonnay, Luçon, Montaigu ou encore du côté de la Roche-sur-Yon. Il fait un poil plus doux proche du littoral avec 17 degrés à Beauvoir-sur-Mer, Jars-sur-Mer, les Sables-d'Olonne, mais aussi l'Île-Dieu. Cet après-midi, même tendance, le soleil est aux abonnés absents. Les pluies plutôt fines dans l'ensemble continueront de tomber. Nous aurons au meilleur de la journée entre 18 et 19 degrés. Possible retour des éclaircies demain après-midi. Attendons et voyons maintenant, je vous garantis rien. Il est temps de passer donc à la deuxième partie de cette édition. Il y aura le jeu dans quelques instants. Le jeu de la semaine, c'est un nouveau jeu qui arrive comme à chaque fin de demi-heure avec notre partenaire, les ateliers du goût, chocolaterie artisanale située du côté de Foussé-Péry. Un panier garni de chocolat est à remporter et pour ça, il y aura le tout premier indice. Alexandre Lenaour m'a rejoint sur le plateau pour le JDS. C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et on part tout d'abord du côté de la Roche-sur-Yon, 7e journée de Détroit féminine. Hier, dimanche après-midi, la Roche ESO recevait Roubaix. Et une opposition au sommet puisque les Vendéennes accueillaient des Roubaisiennes leaders et encore invaincues cette saison dans cette division. Les Ornésiennes étaient-elles bien 3e avec un match en moins sans avoir joué le week-end dernier sur le terrain détrempé de Saint-André-d'Ornay. Ce sont les Lyonnaises en rouge qui se mettent d'abord le plus en vue. Emma Guyard qui va être coupable ici en début de match d'une faute sur son adversaire. L'arbitre y voit un jeu dangereux et sort le rouge. Désormais à 10 contre 11, La Roche va tout de même continuer de dominer. Par exemple sur ce corner, ici la tête de l'entrante Lauriane Rant manque le cadre. Un score toujours nul et vierge après 45 minutes. Au retour des vestiaires, les Roubaisiennes se montrent enfin, mais cette frappe de Camille Dolignon est bien contrée par le retour de Camille Elissèche. Toujours en infériorité numérique, les Lyonnaises conservent le ballon et vont ici se procurer un corner. Mélanie Goutard s'en charge de la droite vers la gauche et c'est directement au fond. La gardienne de Roubaix est trop courte. Mélanie Goutard permet à l'ESO de prendre les devants à la 75e. Une avance qui sera définitive puisque les Lyonnaises vont préserver ce résultat et en infériorité numérique sans être grandement inquiétées. La Roche s'impose 1-0 et fait subir à Roubaix sa première défaite de la saison. Un résultat convaincant pour le coach des Vendéennes, Anthony Gauvin, au micro de Thibaut Grasset. Beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, à 10 contre 11 pendant plus d'une heure. C'était une prestation qui était plus. Maintenant, elles étaient motivées toute cette semaine. Elles étaient motivées parce que on recevait le leader qui n'avait pas encore perdu et elles avaient à cœur aussi de se rattraper du match qu'on avait fait contre Saint-Denis. On avait perdu 1-0 avec de l'envie, avec du cœur, avec de la générosité. Elles ont réussi à mettre en place ce qu'on fait toute la semaine. Il faut continuer. Ce n'est qu'un match. Faisons les mêmes prestations et puis après, on verra où ça nous amènera. Alexandre, on poursuit à La Roche-sur-Yon avec cette fois du rugby, toujours sous un temps capricieux hier après-midi. C'était la 7e journée de Fédéral 2. Le FC Lyonnais était opposé à Casteljaloux. Et un temps qui a contraint à légèrement délocaliser cette rencontre, François. Le terrain principal d'Henri Desgranges, gorgé d'eau et jugé impraticable. Et bien le match s'est déroulé sur le terrain synthétique côté boulevard d'Arago. Une première période où les deux équipes tentent de trouver leur repère. Pas évident, sous la pluie et les fortes rafales de vent. 2 pénalités transformées de chaque côté, vous le voyez ici par Thomas Genot. Cela fait 6 partout entre les deux formations à la pause. En deuxième période, cette fois le FC Lyonnais repart fort. Dès la 41e minute, les Rouges et Blancs inscrivent leur premier essai. Un gros travail de Brian Luaki et Consti. Bossalo vient aplatir pour le FC Lyonnais 11-6. À l'heure de jeu, Brian Luaki va cette fois se muer en marqueur pour le second essai lyonnais. Le FCY prend de l'avance, 16-6 et puis jamais 203. 6 minutes plus tard, les Vendéens vont de nouveau aggraver la marque et ce à la suite d'un très beau mouvement collectif. Sur cette dernière passe de Bossalo, c'est le buteur maison Thomas Genot qui vient aplatir pour porter le score à 21-6. En fin de partie, les Casteljalousins vont réduire l'écart par 2 fois et sur 2 essais à la 74e puis à la 80e, mais c'est sans conséquence. Victoire 21-18 et fin de spirale négative pour les Lyonnais qui se rassurent après 4 défaites de rang. De quoi soulager le coach Jérémy Luçon. Réaction recueillie par Ambroise Robet.
Ça fait plusieurs matchs où on n'arrivait pas à produire, qu'on était un peu sur la retenue et les gars se sont lâchés aujourd'hui et ça a payé. Donc plutôt satisfait de ça. On fait une mi-temps avec le vent où je pense qu'on doit plus un peu occuper et au final on joue un peu trop. J'avais peur qu'en deuxième mi-temps il fallait porter un peu plus les ballons, qu'on soit un peu rincé. Et au final ça nous a plutôt réussi. Donc félicitations aux joueurs d'avoir déterminé la stratégie comme ça. C'était un match important pour nous parce qu'on savait qu'on était sur une spirale ultra négative avec des déplacements, des défaites à domicile, à l'extérieur qui ne réussissaient pas. Et puis là aujourd'hui on savait que c'était un peu à la vie à la mort. C'est-à-dire que si on perdait, on restait vraiment dans ce bas-fond et voilà, c'est pas ce qu'on voulait, quoi. Et on jouait également sur les terrains, sur les parquets. Plutôt les parquets de basket, 9e journée de National 2 masculine pour Saint-Georges de Montaigu, réception de Dax et un week-end un peu particulier pour le club vendéen, Alexandre. Bah oui, un week-end qui était synonyme d'anniversaire pour les Georgeois puisque le club célébrait tout le week-end ses 70 ans, victoire plus que souhaitée. Donc samedi soir face aux Landais et Saint-Georges de Montaigu, maillot jaune et noir, va rentrer de la meilleure des façons possibles dans ce match. Les hommes de Paul Ravon imposent leur rythme et sont plus agressifs que leurs adversaires. Saint-Georges empoche les 2 premiers cartons pour s'adjuger une avance de +8 à la pause, 50-42. Les Vendéens sont au-dessus mais voient les Dacois revenir avec de meilleures intentions après la pause. Dax peine à ressortir le ballon tout de même face à des Georgeois poussés par une salle comble, meilleure affluence de cette saison, 70e anniversaire oblige. Saint-Georges de Montaigu est à +10 à l'entame du dernier quart-temps, une avance soigneusement gérée par les Vendéens et Thibault l'11e, 18 points et meilleur marqueur côté Saint-Georges. Et dans ce duel entre promus, ce sont bien les Georgeois qui s'imposent, victoire 90-83, mission réussie pour le club, un succès pour fêter de la plus belle des manières son anniversaire. Et ce n'est pas l'entraîneur des locaux, Paul Ravon, qui dira le contraire. On l'écoute au micro d'Ambroise Robet. C'est un beau cadeau d'anniversaire là, pour les 70 ans des 2 clubs là, et puis du SGMBB. Grosse satisfaction. Voilà, on fait un match plutôt maîtrisé là, du début jusqu'à la fin, sans être capable de vraiment le tuer, mais voilà, on a fait ce qu'on voulait faire et c'est une vraie satisfaction. Et ce soir, voilà, on gagne en équipe avec vraiment tout le monde concerné, pas d'individualisme, et en fait quand on joue comme ça, voilà, ça donne ces résultats-là. Ça chante, il y a des jeunes, des anciens, il y avait beaucoup d'anciens qui étaient venus aussi pour l'anniversaire, donc une belle fête. Un peu surpris l'entraîneur. Et Alexandre, on termine ce tour d'horizon des sports du week-end avec du hockey sur glace, direction la patinoire Arago à La Roche-sur-Yon. Le Hogli recevait Amnéville pour la 6e journée de D2. Et battu il y a 15 jours, le Hogli voulait réagir. L'occasion était donc donnée samedi soir face au leader amnévillois. Mais rapidement, dans cette rencontre, vous allez le voir, les hommes de Yura et Oselka vont courir après le score. 7 minutes de jeu, les Mosellans ouvrent leur compteur à 1-0 grâce à Martin Novotny qui a bien suivi. À peine 3 minutes plus tard, les visiteurs font déjà le break ici par Maximilien de Souza, 2-0. La partie est disputée et le Hogli va aussi se créer plusieurs occasions mais sans concrétiser. Dans le deuxième tiers-temps, bien servi, Samy Fort va ouvrir le compteur côté Hogli. Des Lyonnais plus combatifs qui réduisent l'écart de buts à 1. Les Vendéens sont même tout proches de recoller, mais la défense d'Amnéville tient bon. 48e minute dans le dernier tiers-temps, les visiteurs vont de nouveau marquer. Cela fait désormais 3-1, mais alors qu'il reste 3 minutes, les Aigles continuent d'y croire. Valentin Jacques entretient les espoirs lyonnais, 3-2. Et dans la dernière minute de ce match, le Hogli joue son va-tout. Tous les joueurs sont en attaque, y compris le gardien, mais sur un palais perdu, les Amnévillois vont porter une ultime contre-attaque fatale, 4-2. On en restera là, le Hogli s'incline pour la 2e fois de rang à la maison, mais sans démériter. Dans cette rencontre, la réaction de l'entraîneur des Vendéens, Yura Oselka, recueilli par Thibaut Grasset. On a perdu un match où c'était le premier quart-temps qui nous a coûté un petit peu cher parce qu'on n'était pas dedans, on a pris trop de pénalités. Et voilà, donc forcément si on joue à 4, on joue toujours dans notre zone. Le 12e et le 3e, je pense qu'on n'a pas à rougir de ça. À la fin, il fallait sortir le gardien, on a sorti le gardien, on a tenté à égaliser, donc voilà, on n'a pas fait ce qu'il fallait à la maison, mais encore une fois, c'est pas qu'on s'est fait dominer et on savait pas s'en sortir. Puis avant de vous quitter, François, je vous propose des images du vent d'espace où avait lieu samedi soir un événement assez spectaculaire. Mouilleron le captif se faisait l'hôte de la dernière manche des championnats du monde de X-Trial. Le X-Trial consiste à franchir en intérieur des obstacles à moto, le tout dans un temps imparti. Et pour ce dernier rendez-vous mondial de la saison, c'est le ponte de la discipline qui s'impose. Victoire de l'Espagnol Tony Bou pour le Repsol Honda Trial Team. Tony Bou remporte sa 6e victoire de la saison sur cette possible. C'est plutôt pas mal et tenez-vous bien François, avec cette victoire, l'Espagnol remporte ainsi le titre mondial pour la 17e fois de sa carrière.
Merci Alexandre, c'est tout pour ce journal des sports. Je rappelle que 85 chronos, c'est ce soir à 18h45 et donc le sport se poursuit sur TV Vendée, bien évidemment. Allez, on passe au jeu maintenant, le jeu de la semaine, c'est parti. Avis à vous les gourmands, on vous voit, je crois que ce cadeau pourrait vous plaire. En tout cas, on a de quoi se régaler cette semaine avec notre partenaire. Ce sont les ateliers du goût basés à Foussé-Péry, avec un panier garni de chocolat d'une valeur de 50 € à remporter. Boîte de chocolat, biscuits, pâte à tartiner, inspiration Noël. Bon, voilà, pour vous régaler en tout cas, il faut répondre à cette question. Pour quel animal le parc naturel régional du Marais Poitevin, entre Sainte-Radegonde-des-Noyers et Puyraveau, a installé un passage? On cherche là un animal, 5 indices tout au long de la semaine. Voici le tout premier indice. Ce parcours a été installé pour éviter des collisions avec les véhicules. Tous ces indices, vous pourrez le retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. C'est là aussi où il faut jouer si vous avez la réponse, bien évidemment. L'info revient à 12h30 tout à l'heure sur TV Vendée. Passez une excellente journée.